Merci, merci tout le monde d'être là avec nous aujourd'hui, ce vendredi. Moi et Christiana, on va prendre les prochains 30 minutes environ pour vous donner un aperçu de notre rapport qui a été lancé il y a 2 jours, intitulé Volte-Face, comment alimenter un Canada carboneutre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par volte-face? En termes simples, il s'agit d'une grande transition en passant des combustibles fossiles à l'électricité non émettrice dans nos foyers, nos véhicules, nos entreprises, etc. Et faire volte-face signifie électrifier presque tout, en reconnaissant que certaines applications, comme par exemple le transport lourd, certains secteurs industriels sont difficiles à électrifier et peuvent faire appel à d'autres solutions, comme par exemple les biocarburants et l'hydrogène. Donc, ce graphique devant vous montre cette transition vers l'électricité à l'horizon 2050 au niveau des ménages. Tout d'abord, nous avons décidé de réaliser un projet axé sur cette grande transition parce qu'il est en fait à la base de toutes les voies possibles vers un futur carboneutre au Canada. Dans le rapport qu'on a lancé l'année dernière, intitulé Vers un Canada carboneutre, l'électricité est le seul système énergétique qui a connu une croissance dans le cadre de l'ensemble de nos 60 plus scénarios vers la carboneutralité. Et en fait, nous avons trouvé des résultats très similaires dans d'autres études. Donc, ce que cela nous dit, c'est que le fait de ne pas mettre en place des systèmes électriques pour soutenir la carboneutralité pourrait compromettre l'atteinte de cet objectif. Et non seulement rendre l'électricité non émettrice est une source importante de réduction des émissions, il va de même pour le passage des combustibles fossiles à l'électricité qui alimente nos foyers, nos véhicules, nos entreprises, etc. Et enfin, les avantages de faire volte-face vont au-delà de l'atteinte de nos objectifs climatiques. Ils créent également d'importantes opportunités de croissance propre. Ici, cette figure vous montre que les entreprises canadiennes actives dans le secteur de l'électricité sont très bien placées pour prospérer dans cette transition mondiale vers un système à faible émission de carbone. L'investissement visant à aligner le secteur avec la carboneutralité pourrait entraîner aussi la création de plus de 260 000 emplois directs et indirects en 2050. Bien que cette grande transition ait des répercussions sur l'offre et la demande également, ici, nous nous concentrons plutôt sur l'offre et plus précisément sur les systèmes électriques ou bien les réseaux électriques. Donc, par système, on entend plutôt les réseaux et les infrastructures associées à la production, au transport et à la distribution de l'électricité au Canada, ainsi que les institutions et les acteurs concernés. L'objectif principal de ce projet est vraiment d'éclairer la voie à suivre pour les systèmes électriques au Canada, tant sur le plan technique que sur celui des politiques. Et nous avons divisé les discussions techniques et politiques en 2 rapports que vous voyez devant vous. On a également produit un rapport sommaire intitulé Volte-Face pour mettre en évidence les principales conclusions des 2. Donc, le premier rapport, intitulé Plus grand, plus propre, plus intelligent, décrit les quoi. Donc, quels sont les changements nécessaires d'un point de vue technique pour aligner les systèmes électriques au Canada. Le deuxième rapport, Électrofédéralisme, décrit comment les gouvernements peuvent conduire et permettre ces changements dans le contexte du fédéralisme canadien. Donc là, maintenant, ma collègue Christiana va vous donner un aperçu du premier rapport et ensuite, moi, je vais présenter le deuxième. Merci Caroline. Comme elle a dit, je vais vous parler du changement technique nécessaire. Plus précisément, l'objectif principal de cette section est de décrire les différents changements technologiques
a apporté aux systèmes électriques du Canada afin d'être compatibles avec une économie carboneutre d'ici 2050. Pour identifier les changements nécessaires, nous avons synthétisé les études les plus récentes, toutes publiées dans les dernières années. Ces études modélisent les changements du système électrique du Canada pour la rendre carboneutre. Nous avons également consulté le vaste nombre des experts et professionnels en matière d'énergie et d'électricité. Pour aligner les systèmes électriques avec la carboneutralité, nos analyses ont révélé 3 principaux changements nécessaires. Il faudra les rendre plus grands, plus propres et plus intelligentes, ou autrement dit, plus flexibles. Et maintenant, je vais aborder chacun de ces changements. Le premier changement implique que les systèmes électriques soient plus grands ou augmentent leur offre d'électricité. Pour répondre à l'augmentation des demandes liées à l'électrification, il faudra un système électrique plus grand. Ce graphique montre que les études prévoient que la capacité d'électricité doublera ou triplera d'ici 2050 par rapport à aujourd'hui. Il est aussi important de noter que la croissance de la capacité dans ce graphique s'accompagne d'améliorations significatives dans l'efficacité énergétique. Ça signifie que l'efficacité énergétique tempère ce qui sera autrement une croissance plus élevée de besoins d'approvisionnement en électricité. Le message principal est que nous devrons poursuivre à la fois des améliorations agressives de l'efficacité énergétique et une croissance de l'approvisionnement en électricité. Le deuxième changement majeur est de rendre les systèmes électriques plus propres ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'ils génèrent. Rendre les systèmes plus propres passe par 3 initiatives clés. Premièrement, pour rendre les systèmes plus propres, il faut éliminer progressivement la production d'électricité à partir des combustibles fossiles sans mesure de réduction et des émissions. Cette figure montre des projections des études sur la production de ces sources. Ce que nous observons est un déclin marqué de la production d'électricité à partir des combustibles fossiles sans mesure de réduction des émissions. Les études montrent qu'elles représentent tout au plus 1% de la production totale en 2050. En plus d'éliminer progressivement les sources polluantes, le Canada doit accélérer le déploiement des sources propres. Les sources propres d'électricité qui connaissent les plus grands essors sont l'éolien et le solaire. Elles jouent un rôle important parce qu'elles constituent une source d'énergie propre et peu coûteuse. Cette figure montre ce que cette croissance signifie en termes de la nouvelle capacité ajoutée au système au cours de la prochaine décennie. Le message clé de ce graphique est que d'ici 2030, la majorité de nouvelles capacités doit être solaire et éolien. Et si on tient également compte du stockage, les études montrent qu'entre 63 et 95% de nouveaux ajouts proviennent de ces sources. Le troisième élément pour avoir un système plus propre implique que le Canada maintient sa base existante d'énergie non émettrice. L'importance de cette base est souvent prise par acquis, mais elle reste cruciale pour l'atteinte de la carboneutralité. Ce graphique montre pour chaque étude
comment la composition de la production évoluera jusqu'en 2050. L'hydroélectricité en bleu clair et le nucléaire en bleu foncé sont actuellement les principales sources d'électricité non émettrices au Canada. Et dans la plupart des cas, elles jouent un rôle relativement stable jusqu'en 2050. Lorsque ce n'est pas le cas, comme dans l'étude de gauche, d'autres sources non émettrices doivent augmenter encore plus rapidement, comme nous voyons en orange qui représente l'énergie éolienne. Une dernière chose à souligner dans ce graphique est que la plupart de ces études ne prévoient pas une croissance significative de l'hydroélectricité et du nucléaire. Nous considérons donc que la croissance substantielle de ces deux sources sera confrontée à plus d'incertitudes dans la transition vers la carboneutralité. Et finalement, le troisième changement majeur est de rendre les systèmes électriques plus intelligents ou plus flexibles. La flexibilité des systèmes électriques désigne la capacité de ce système à répondre aux fluctuations de l'offre et de la demande. Ces fluctuations de l'offre peuvent provenir de la variabilité de l'énergie solaire et éolienne, d'où l'importance d'une plus grande flexibilité. La flexibilité est aussi importante pour d'autres raisons, notamment pour gérer les changements significatifs de la demande, par exemple l'augmentation du nombre de voitures électriques sur le système de distribution. De plus, une plus grande flexibilité rend les systèmes plus résilients face aux impacts des changements climatiques. Traditionnellement, la principale source de flexibilité était axée sur l'offre en fonction de la demande. Mais d'autres types de solutions gagneront une importance sur la voie vers la carboneutralité, comme les solutions relatives au réseau, le déploiement de stockage et les solutions axées sur la demande. Finalement, c'est aussi important de noter qu'un bon nombre de technologies clés en matière de flexibilité sont actuellement commercialisées, spécifiquement en rapport de l'intégration de réseaux. Mais les barrières sont davantage de nature sociale, politique et institutionnelle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le Canada? Premièrement, pour réussir une transition rapide vers la carboneutralité, il faut accomplir ces trois changements et rendre les systèmes électriques plus grands, plus propres et plus intelligents ou plus flexibles. Deuxièmement, nous avons examiné suffisamment des voies technologiques pour aligner les systèmes électriques avec la carboneutralité, que nous avons déterminé que la transformation globale est techniquement réalisable, même si elle est complexe. Pour y parvenir, il faut toutefois surmonter les obstacles techniques, mais aussi d'importants obstacles sociaux et institutionnels. Et troisièmement, la transformation des systèmes électriques n'est pas seulement un enjeu technologique, c'est aussi un enjeu politique. C'est soit les politiques qui doivent conduire ces changements techniques. Cela crée des rôles essentiels et complémentaires pour tous les autres deux gouvernements au Canada, spécifiquement en partenariat avec les peuples autochtones. En résumé, les trois grands changements sont rendre les systèmes plus grands, plus propres et plus intelligents. Par contre, il reste encore des incertitudes par rapport à certaines technologies, solutions et
implémentation pour atteindre ces trois changements. La meilleure façon d'avancer dans la transformation d'électricité est de poursuivre toutes les initiatives, qu'elles soient certaines ou incertaines. Malgré les incertitudes, il y a des choses que nous devons faire dès qu'aujourd'hui, surtout d'un point de vue politique. Et maintenant, je cède la parole à Caroline qui va maintenant vous parler des implications politiques de cette analyse. Merci beaucoup, Christiana. Donc, comme Christiana vient de le dire, je vais maintenant passer à notre deuxième rapport qui s'appelle Électrofédéralisme et qui porte plutôt sur les politiques que les gouvernements peuvent mettre en place pour soutenir les changements décrits par Christiana. Les gouvernements au Canada peuvent poursuivre la transformation des réseaux électriques de bien des matières et les choix qu'ils font auront des conséquences importantes bien au-delà du secteur de l'électricité. Donc là, passons aux 4 de ces principaux enjeux. Premièrement, une action précoce et efficace, notamment en rendant les systèmes électriques plus résilients au changement climatique, pourrait réduire les coûts et éviter une transition plus difficile par la suite. Deuxièmement, une action stratégique visant à transformer les systèmes électriques peut débloquer des possibilités de croissance propre, comme dont j'ai parlé tantôt, y compris de nouvelles possibilités d'exportation et d'emploi pour le Canada. Troisièmement, ces transformations doivent être poursuivies de manière à favoriser l'équité. Sinon, les nouveaux investissements dans les systèmes électriques pourraient frapper de façon disproportionnée les contribuables à faible revenu. Il faut donc veiller à atténuer ces risques potentiels. Et enfin, le fait de catalyser le leadership et la participation des peuples autochtones à la transition peut favoriser leur autodétermination et leur réconciliation. Et à ce sujet, les communautés, les gouvernements, les organismes autochtones du Canada se sont déjà bien positionnés comme les leaders dans la transition vers l'énergie propre au Canada. Et comme le décrit Indigenous Clean Energy dans son document de cadrage commandé par l'Institut, la prochaine vague de participation et de leadership autochtone dans le secteur pourra offrir de nouvelles possibilités importantes aux communautés autochtones du Canada. Donc, je vous encourage à consulter ce document qui contient de nombreuses idées intéressantes sur la manière de soutenir les entreprises, les communautés, les individus autochtones au cours de cette prochaine vague et d'assurer leur leadership continu. Donc là, je vais maintenant me pencher sur les principaux défis que pose la transformation des systèmes électriques au Canada. Dès le début de ce projet, notre objectif n'était pas de faire un examen complet de tous les obstacles ou de défis potentiels, mais on a voulu plutôt identifier les plus importants, ainsi qu'une poignée de solutions politiques correspondantes qui pourraient permettre un changement transformateur plus large. Donc, le premier défi s'agit du fait que la politique climatique fédérale dans le secteur de l'électricité n'est pas actuellement alignée avec la carboneutralité. Donc, tout d'abord, par exemple, le traitement actuel de l'électricité fondé sur le rendement dans le cadre du prix fédéral du carbone ne fournit pas d'incitation suffisante pour la production non émettrice ni pour la réduction de la production d'énergie fossile. Deuxièmement, bien que le gouvernement fédéral ait déjà proposé une nouvelle norme d'électricité propre, celle-ci n'a pas encore été mise en œuvre. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que les investissements des services publics dans les infrastructures du système électrique pourraient exercer une pression à la hausse sur les tarifs de l'électricité. Et à titre de référence, nos recherches montrent que ces coûts d'investissement supplémentaires pourraient s'élever à environ 15 milliards de dollars par an jusqu'en 2050 au niveau national. Et bien que notre rapport de l'année dernière vers un Canada carboneutre ait trouvé que l'énergie pourrait devenir plus abordable pour les ménages de toutes les tranches de revenus,
On a constaté quand même dans ce rapport que les tarifs d'électricité en spécifique pourraient augmenter dans certaines régions et pour certaines catégories de revenus. Cette figure vous montre comment les coûts des services énergétiques, ce que vous voyez en vert, pourraient évoluer sur la voie de la carboneutralité. Et ces chiffres s'agissent des chiffres globaux, c'est-à-dire ce n'est pas seulement les dépenses en électricité et en combustibles fossiles, mais aussi des équipements que ces types d'énergie alimentent, comme par exemple les véhicules électriques. Cette figure montre également l'évolution des dépenses en électricité en spécifique en jaune, c'est-à-dire la part de l'électricité dans les dépenses totales en énergie en vert. Les projections montrent que les ménages verront leurs coûts énergétiques globaux diminuer par rapport à leurs revenus, même si leur utilisation de l'électricité et leurs dépenses dans ce domaine pourraient augmenter. Donc, pour être très clair, faire volte-face pourrait rendre l'énergie plus abordable pour les Canadiens. Mais là, parlons maintenant de la façon dont les prix de l'électricité pourraient être affectés. Ici, nous avons examiné comment les investissements pour aligner les systèmes électriques avec la carboneutralité pourraient affecter les tarifs moyens de l'électricité dans toutes les provinces. La modélisation montre que les tarifs pourraient n'augmenter que modestement, voire même diminuer en raison de la baisse des coûts des énergies renouvelables et du stockage. Mais dans certaines régions et dans certains scénarios, les tarifs pourraient augmenter de manière plus significative. Et ça, c'est très important, même si les dépenses totales en énergie sont en baisse, comme nous l'avons vu déjà dans la diapositive précédente. Maintenant, le troisième défi, faire volte-face exige une politique climatique claire à tous les niveaux de gouvernement, y compris les gouvernements provinciaux, qui ont la compétence principale, comme on sait déjà, en matière d'électricité. Mais définir une politique dessinée à l'avance serait excessivement rigide, de sorte qu'un certain écart est toujours susceptible de subsister entre les politiques existantes et les ambitions à long terme. Cet écart crée des défis pour les principales institutions publiques impliquées dans le secteur de l'électricité, notamment les régulateurs économiques, les services publics et les exploitants de réseaux. Donc, le premier défi ici, c'est que même si les régulateurs ont un mandat pour garantir un service fiable et des prix raisonnables, leur mandat concernant la réalisation des objectifs climatiques à long terme, surtout, sont souvent non formulés ou ambigus. Le deuxième défi, c'est que les régulateurs ne sont pas en mesure de faire des prévisions ou des hypothèses sur la future politique climatique. Le quatrième et le dernier défi n'est pas nouveau. On sait que depuis des décennies, il y a des appels pour une intégration plus forte dans le secteur canadien de l'électricité. Et bien que certaines régions aient connu des progrès, les systèmes provinciaux territoriaux au Canada restent plutôt cloisonnés les uns par rapport aux autres. Et il y a un certain nombre de facteurs qui entravent l'intégration, par exemple les obstacles formels comme les mandats d'autosuffisance ou les contrats à long terme pour les ressources de la province, mais aussi des obstacles informels, donc comme par exemple l'opposition publique, politique et les cultures organisationnelles et la simple inertie aussi. Il y a toujours eu des arguments pour une plus grande intégration au Canada, mais comme l'a montré la discussion de Christiana, l'impératif d'atteindre la carboneutralité les renforce et peut offrir des réels avantages qui iront dans les deux sens, donc pour l'exportateur également, ainsi que pour l'importateur. Donc là, ayant parlé des défis, passons aux solutions. Et ici, je vais présenter une recommandation de politique pour chacun de ces 4 défis, ainsi qu'une 5e recommandation qui vise à lier les actions fédérales, provinciales et territoriales de manière coordonnée. Donc ici, notre première recommandation
que le gouvernement fédéral renforce les politiques climatiques dans le secteur de l'électricité. Ici, on a deux suggestions. La première, c'est que le gouvernement fédéral abandonne l'approche fondée sur le rendement pour la tarification de carbone dans le secteur de l'électricité et qu'il remette tous les revenus aux contribuables provinciaux. Cette approche pourrait renforcer considérablement les incitations à augmenter la production non émettrice, comme par exemple l'éolien, le solaire, tout en réduisant l'utilisation des combustibles fossiles. Et deuxièmement, on recommande au gouvernement fédéral d'utiliser la norme d'électricité propre proposée parallèlement à une tarification renforcée du carbone pour exclure la construction de nouvelles capacités de gaz à l'avenir et aussi à garantir l'atteinte de leur objectif de réseau électrique carboneutre en 2035. Notre deuxième recommandation, c'est que pour relever le défi d'une éventuelle pression à la hausse sur les tarifs, les gouvernements investissent dans les systèmes d'électricité en utilisant les fonds publics. Donc, les gouvernements investissent déjà dans les infrastructures de transport, par exemple, y compris le transport en commun, les routes, les autoroutes, sans s'attendre à ce que les coûts totaux soient récupérés uniquement auprès des utilisateurs. Et on pense aussi qu'il y a lieu de faire de même avec les investissements dans les réseaux électriques. Donc, comme justification de cette approche, tout d'abord, supporter les coûts des investissements dans le secteur de l'électricité de manière plus large et logique, car les avantages, les bénéfices qui en découlent sont également répartis de manière plus large. Deuxièmement, les systèmes d'électricité constituent une catégorie d'infrastructures essentielles. L'électricité est un système énergétique dont l'utilisation est déjà quasi universelle et qui ne fera que gagner en importance dans une économie moderne du XXIe siècle. Et troisièmement, le financement d'une partie des investissements dans les systèmes électriques à partir de l'assiette fiscale plutôt qu'à partir de l'assiette des contribuables peut constituer une façon plus équitable de supporter les coûts parce que les systèmes fiscaux ont tous tendance à être plus progressifs. Alors, notre troisième recommandation reconnaît que les provinces et les territoires détiennent bon nombre des principaux leviers politiques nécessaires à cette transformation. Donc, premièrement, on recommande que les gouvernements provinciaux et territoriaux conçoivent et mettent en œuvre leur propre politique climatique pour le secteur de l'électricité, comme par exemple la tarification de carbone, les normes de performance dans le cadre d'accords d'équivalence. Et deuxièmement, on recommande que les gouvernements provinciaux et territoriaux clarifient les mandats des principales institutions publiques, comme les organismes de réglementation, les exploitants de réseaux, services publics, afin d'inclure la réalisation d'objectifs climatiques, comme la réduction des émissions à long terme. Mais cependant, on reconnaît également que ces mandats clarifiés ne sont pas forcément suffisants. Donc, pour permettre à ces acteurs de remplir leur mandat actualisé, notre troisième recommandation, c'est que les gouvernements provinciaux élaborent également les plans énergétiques globaux. Ces plans-là pourraient être les documents élaborés par les gouvernements pour permettre de clarifier certains éléments tels que, par exemple, le rôle futur du réseau de gaz, l'adoption des technologies électriques et la façon dont tout cela est susceptible d'avoir un impact sur la demande future d'électricité. Et je soulignais aussi, c'est que ces plans-là seraient non contraignants et seulement informatifs. Mais ils pourraient permettre aux régulateurs économiques et aux autres acteurs de prendre des décisions éclairées et défendables. Ils pourraient aussi contribuer également à orienter les futures politiques gouvernementales. Et maintenant, notre quatrième recommandation, c'est que les deux ordres de gouvernement recherchent une plus grande coordination et intégration en actionnant leurs leviers politiques respectifs. Et encore une fois, on sait bien que cette idée n'est pas nouvelle, mais dans le contexte de la carboneutralité, les arguments en faveur de l'intégration sont beaucoup plus forts. Et tout le monde pourrait en bénéficier aussi, pas seulement les provinces riches en hydro.
Donc, les provinces et les territoires, pour leur part, peuvent travailler bilatéralement et multilatéralement à l'intégration de leur secteur de l'électricité en éliminant les obstacles formels et informels et en entreprenant de nouveaux projets et de nouvelles initiatives de planification. Le gouvernement fédéral, pour sa part, peut jouer un rôle de facilitateur en tirant parti de ses pouvoirs de dépenser et de convocation pour encourager une plus grande coordination et intégration, y compris dans le contexte du Conseil du réseau électrique proposé. Donc, il pourrait, par exemple, réunir les gouvernements, les experts, les principaux acteurs afin de partager les meilleures pratiques, d'organiser les efforts d'intégration. Donc, ce rôle de rassembleur peut constituer un complément puissant, d'après nous, au pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral. Mais nos recherches montrent une action politique significative pour relever ces 4 défis et plus généralement pour transformer les réseaux nécessite ce que nous appelons l'électrofédéralisme, c'est-à-dire que les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux utilisent leurs outils politiques de manière intégrée et rapide. Et bien qu'il existe, bien sûr, une voie à suivre où chaque ordre de gouvernement agit de façon indépendante, le fait de s'appuyer sur une approche coordonnée entre les niveaux de gouvernement pourrait favoriser et accélérer ce changement, tout, d'après nous, en respectant les compétences provinciales et territoriales en matière d'électricité. Donc là, on passe à notre 5e et notre dernière recommandation. Et on recommande ici au gouvernement de lier leurs actions respectives dans le cadre d'accords négociés. Donc, le gouvernement fédéral pourrait soutenir financièrement la transition vers l'électricité des provinces. Et ce soutien pourrait être conditionné à la mise en œuvre d'un nombre limité de mesures politiques de haut niveau, y compris les changements dans les mandats des institutions clés, l'élaboration des plans énergétiques et la participation à des groupes de travail intergouvernementaux comme par exemple le Conseil du réseau proposé. Ces conditions-là de haut niveau pourraient suffire et on ne peut pas de plus de ça en fait. La façon dont elles seraient respectées sera laissée à la discrétion des provinces. Il s'agit donc d'une approche relativement non prescriptive pour le gouvernement fédéral. Il existe aussi des précédents clairs pour ce genre de rôle. Donc, on peut penser au transfert en matière de soins de santé et aux récents accords fédéraux provinciaux sur les services de garde d'enfants où les fonds fédéraux sont utilisés pour soutenir les systèmes gérés par les provinces en échange du respect de certains principes de haut niveau. Donc, cela conclut notre présentation. Merci beaucoup de votre attention. Je vais là donner la parole à mon collègue Julien pour animer les questions. Bonjour à tous. Donc, alors,